Oui, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2014 et tout particulièrement depuis le lancement de la phase finale en 2022 dans laquelle la Russie s'obstine encore malgré son échec à prendre toute l'Ukraine, le Kremlin met en œuvre cette politique qui vise euh, à prendre les collections des musées qui sont en Ukraine, mais qui vise finalement, qui entre dans le cadre de l'effacement de l'identité spécifique ukrainienne. Alors, au catalogue des violations du droit humanitaire international commises à cette fin et dont la responsabilité est directement imputable au Kremlin, Poutine et son administration et le reste des structures de la Fédération de Russie, il y avait un dossier dont on ne parle pas assez dans les médias, ça c'est évident, et qui pourtant mène au sommet politique, c'est ce que je veux dire, c'est cette spoliation du patrimoine culturel dans les territoires occupés. Alors, comme l'Ukraine répertoriait les destructions du patrimoine dans les zones où elle est restée souveraine, nous voulions épauler l'Ukraine en nous occupant du volet qui était inaccessible pour les autorités ukrainiennes, qui était donc ce qui se passait dans les territoires occupés. Nous avons alors découvert qu'il était possible de reconstituer les chaînes de commandement. Comme Potemkin cherchait à dissimuler la misère derrière des façades factices, eh bien Poutine et son régime s'évertuent à masquer une partie de leurs crimes derrière une fiction juridique. Donc, nous en avons profité pour substituer au fameux chercher la femme cher au limier, un chercher la loi, chercher l'oukase et si besoin, même le décret d'application qui attribue nommément les tâches et expose le nom et la position des fonctionnaires sollicités à participer à cette entreprise. Je me contenterai à ce stade d'indiquer que tout en haut de la chaîne, pas au plus haut, mais très très haut de la chaîne de commandement de cette politique de spoliation systématique, il y a un personnage dont on parle beaucoup ces derniers jours, c'est Vladimir Medinsky, oui, oui, le chef de la délégation russe à Istanbul, l'ancien ministre de la Vérité, tel qu'il était surnommé lorsqu'il était ministre de la Culture, qui est plus mais conseiller en falsification historique de Vladimir Poutine et président de la Société militaro-historique de Russie, participe à la réalisation du but commun de cette politique. Fruit du travail de notre association qui est destinée à épauler l'Ukraine, notre cabinet d'avocats, que je tiens à remercier particulièrement ici, euh, déposera avec un argumentaire juridique, parce que cette enquête n'a aucune valeur si on ne pointe pas juridiquement en quoi ça relève des compétences de la Cour pénale internationale, la CPI, qui vise les individus participant à cette politique, et déposera donc une communication, comme cela avait été fait par PLU, à l'initiative de PLU pour les enfants déportés en Russie, sur la question de la spoliation avant l'été. A priori, on vous tiendra au courant là-dessus. Merci Florence. Un des thèmes de notre action sur ce sujet, c'est la demande d'exclusion des musées russes et de la Russie de l'ICOM. Tu peux expliquer dont il s'agit, qu'est-ce qui est en train de se passer autour de ça et pourquoi c'est important? Alors, on poursuit nos efforts pour obtenir ça parce que l'ICOM Russie, qui est une association des personnalités et des musées de Russie, est membre d'un réseau international qui est si en France et de statut juridique français. Alors, pourquoi? Parce que l'ICOM Russie est le temps, pour le moins, de ce chapitre odieux de l'histoire de la Fédération de Russie, devenu, en langage très familier, pour être très rapide, le gang du Kremlin dans son entreprise criminelle de spoliation des biens culturels ukrainiens. Donc, on ne veut pas que ce gang fasse partie d'une association qui est sise en France et en droit français. On le justifiera, c'est pas une question de on n'aime pas. La tribune récemment publiée dans Le Monde lance cet appel. Dans sa composition actuelle, l'ICOM Russie justifie une spoliation constitutive pour le moins de crimes contre l'humanité et compte parmi ses membres des directeurs de prestigieux musées russes tels que Mikhail Piotrowski, directeur
directeur depuis 1996 de l'Ermitage et avec lequel beaucoup de musées européens ont des relations anciennes. Il est actuellement membre du Conseil de la culture et des arts auprès du président de Russie. Et un certain nombre de directeurs de musées à travers l'Europe ont déjà signé l'appel, refusant que la spoliation passe par perte et profit, au prétexte que l'Ermitage a été de longue date canonisé par la profession. Donc c'est très important et cette bataille-là est en cours. Et Il me semble, Florence, que un des points d'appui pour notre bataille, c'est que le code de déontologie de l'ICOM implique précisément, et finalement c'est logique pour des musées et des conservateurs de musées, de refuser systématiquement toute spoliation, tout vol, tout détournement. Donc c'est un point d'appui, je crois, très important pour nous. absolument, absolument, c'est très important. C'est non seulement fondé sur le droit européen, le droit en France et ces éléments-là qui sont, inscrits dans les fondements de l'association elle-même. Donc ce membre actuellement ne remplit pas les conditions de membership, comment dit-on? Pour rester dans le cadre de l'ICOM, pardonnez-moi. Alors, c'est pour ça que l'on va, dans les jours qui viennent, faire parvenir à tous les adhérents de l'association et tous les signataires de la tribune sur ce sujet, une lettre type à envoyer aux musées de votre département. Il y a plus d'un millier de musées de France répartis sur le territoire. Le but, c'est pas d'obtenir immédiatement des accords des musées qui se feront sûrement attendre, mais c'est d'augmenter l'information d'abord des responsables de musées et la pression sur l'ICOM France pour qu'elle prenne position. Alors, Florence, j'ai une question qui vient on va dire, de l'assistance qui a été posée à l'avance et qui, cette fois, renvoie à ta compétence sur la question qui est grande, sur la question de la Serbie. Donc, quelqu'un a dit, sachant sans doute ton parcours, dit je souhaite questionner Florence Hartmann sur l'influence russe à Belgrade et en Serbie, sachant qu'on observe en Serbie une présence russe ancienne et que la société est traversée par une russophilie active remontant aux premières années du XXe siècle. Je me demande comment se jouent aujourd'hui les relations entre pro-poutiniens, investisseurs invités et attendus, associations, cercles, mouvements de jeunesse, etc., tous vis-à-vis du gouvernement du régime de Vučić, et aussi quelle est la situation des nombreux réfugiés opposant au régime poutinien et à la guerre menée en Ukraine. Alors, c'est Catherine Selimanovski qui te pose cette question, et je sais que tu pourrais parler 20 minutes sur la Serbie, mais là, il va falloir être plus bref. Heu, la relation entre la Serbie et la Russie, c'est toute une affaire parce qu'on n'est pas certain, enfin, au début du siècle, ça a peut-être commencé, mais ça s'est arrêté après 1917 pour des raisons que vous imaginez et il y a eu rupture, entre Tito et Staline en 48 et les relations avec la Russie ont été très faibles. Mais elles reprennent parce que, l'État profond, le FSB, et l'armée russe et cetera, en secret un peu à l'époque de Milošević, elles reprennent surtout avec Poutine. C'est très important parce que, Poutine, bien avant même son arrivée au pouvoir, rétablit des liens avec la Yougoslavie, en sous-main, à travers le Kremlin Gate. C'est-à-dire que puisque sont impliqués, la famille Milošević dans le Kremlin Gate et le Kremlin Gate, c'est d'une certaine manière le compromat qu'utilisera Poutine contre Yeltsin pour être nommé son successeur. Donc, dès que Poutine est au pouvoir, la Yougoslavie quelque part et soudainement, il y a l'histoire de 99, mais c'est pas ça qui est central, contrairement à ce qu'on entend tous les jours à la télévision, c'est-à-dire l'intervention de l'OTAN, c'est une récupération ultérieure. En tout cas, c'est surtout Poutine à partir de 2012, quand il revient au Kremlin après avoir fait une fausse pause de 4 ans. Et à partir de ce moment-là, Poutine, les relations entre la Serbie, non, le débarquement des agents d'influence de Moscou en Serbie suivent à peu près et vont aussi rapidement que sont montés les boyaux noirs sur lesquels sont inscrits Yuzhny Tok ou en anglais South Stream, sont montés à travers la Serbie pour ultérieurement, quand commencera la guerre en Ukraine, épisode 2022, relier l'Union européenne à l'Union européenne via la Serbie.
c'est-à-dire la Bulgarie, aux portes à la Hongrie, puisque Merci, le merci dernier, Florence pour ce voilà. point Donc parce c'est que à ce moment-là. Maintenant, la société. Donc c'est pas. Il avait gagné Poutine sur l'influence en Serbie jusqu'en 2022. Son aventure guerrière a réveillé les Européens, les a forcés à bas bruit à essayer de contrer un petit peu. Aujourd'hui, la société serbe, après un travail de plus de 10 ans d'influence russe en Serbie, contrée un petit peu par l'influence européenne, mais au moment de l'abandon des Européens qui ont fait des promesses qu'ils ne tiennent plus parce qu'ils ne veulent pas l'élargissement de l'Union européenne, sont en concurrence. La société est partagée et les Russes et Ukrainiens qui sont venus se réfugier en Serbie parce que la Serbie ne demande pas de visa aux Russes et aux Ukrainiens. Donc, et le niveau de vie est plus accessible qu'à Londres ou Paris, par exemple. Ils arrivent à cohabiter, ils ne sont pas ensemble, ils n'ont pas de soutien. On sait que les services serbes ont vendu le contenu des rencontres secrètes des opposants russes qui se sont réunis à Belgrade, ce qui a contribué à mettre Karamurza en prison avant qu'il soit libéré. Il y a une espèce de cohabitation et ils font comme ils peuvent. Donc, Florence, je vais te demander de conclure là parce qu'il faut qu'on donc, prenne. on en est là et ce n'est pas terminé. La Russie est extrêmement présente sur tout le flanc est de l'Europe. Et ça sera la question qu'on posera à notre interlocuteur sur la Roumanie. Est-ce que la victoire du pro-européen à la présidence roumaine est quelque chose de définitif ou c'est juste une bataille qui a été Alors, remportée ou bien est-ce la guerre? Voilà. pour passer, merci Florence pour passer, merci d'avoir été capable de passer des musées à la Serbie de façon aussi éloquente. Pour passer la parole à André Lange, peux-tu, Florence, juste redire une dernière chose, c'est quelle question tu voulais lui poser? Ah oui, alors, RT diffuse en direct sur le net et accessible depuis mon fauteuil d'ici, d'où je vous parle maintenant, sur le territoire français, entièrement gratuitement et sans avoir besoin de VPN, j'en ai pas. Il suffit de taper 4 lettres, rt.rs. Une fois sur le site, vous avez toutes les langues européennes. Elles sont toutes bloquées sauf deux, l'anglais et le serbe, deux langues que je comprends, mais l'anglais, c'est quand même pour les 3 quarts des citoyens européens accessible. Et au prétexte de s'appeler RT Balkan, une fois le lien ouvert, vous pouvez écouter RT pur jus kremlinois en anglais Donc, en France, sur le territoire de l'Union européenne. Donc, ma question, c'est puisque André travaille sur l'arrêt de la diffusion des chaînes russes sur Eutelsat, etc., est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour pouvoir bloquer une partie a été faite, mais il y a eu des contournements. Que fait-on quand finalement, par certaines brèches, la propagande du Kremlin arrive toujours jusqu'à nous?